Nous sommes très attachés au chemin de transformation personnelle de chacun et aussi au sentiment qu'on ne peut pas cheminer seul, mais qu'on doit agir ensemble, jusqu'à avoir une approche, au fond, métapolitique. Et tous les regards croisés nous incitent, bien sûr, chacun, vous comme moi, à prendre en main notre destin sans céder aux maximes fatalistes, comme on n'arrête pas le progrès. Si le progrès, entre guillemets, devient régression, si c'est lui qui nous arrête dans notre humanisation, eh bien, on doit avoir effectivement ce regard critique, s'il nous fige. L'être humain, on l'a vu, élabore depuis longtemps des outils, c'est l'homo faber, des outils qui le dépassent, mais à partir du moment où ces outils, en passant de la technique à la technologie, deviennent ceux de la société écranique, à partir du moment où nous sommes victimes d'une sorte de paradoxe, la fenêtre s'ouvre sur le monde et en même temps, d'autre côté, nous nous sommes rabougris, donc nous sommes en état d'alerte. Alors que faire ? Je pense qu'un des points majeurs qui a été vu aujourd'hui, c'est de constater les dégâts, les constater dans notre mode de fonctionnement, premièrement. Dégâts qui doivent être constatés au plan personnel, chacun a fait, je pense, son introspection, en tout cas moi je l'ai faite, et puis au plan aussi commun de nos communautés d'appartenance, couple, famille, école, entreprise, etc. J'ai retrouvé cette citation dans le livre bien connu de Bernanos, La France contre les robots, date de 1944, je le cite, « La civilisation des machines a besoin, sous peine de mort, d'écouler l'énorme production de sa machinerie, et elle utilise dans ce but des machines à bourrer le crâne. » Voilà. Et c'est ça, effectivement, que nous subissons. Je pense, vous savez, vous avez peut-être eu, pour certains les plus anciens d'entre nous, des couteaux électriques. Vous vous souvenez ? On a acheté des couteaux électriques. Mais c'est absurde. Évidemment, les dégâts sont moindres, mais ça déchiquette la viande, et puis maintenant, il n'y en a plus. Donc, nous reconnaissons notre addiction. Nous avons reconnu que nous avons des shoots de dopamine réguliers et que nous sommes compulsifs. Cette prise de conscience est liée à toutes les conséquences qu'on a évoquées, nos perturbations relationnelles liées à notre addiction aux écrans, notre capacité de travail qui est réduite, on l'a vu, notre perte de contrôle de notre propre véhicule, la dissimulation que nous avons, la minimisation du problème, qui est le propre de ceux qui sont addicts et qui ne veulent pas reconnaître, l'irritabilité quand on nous pique nos machines ou qu'elles tombent dans l'eau, par exemple, dans telle ou telle petite pièce de la maison. En cas de sevrage, donc cette angoisse est le signe. Donc victoire, première victoire, nous reconnaissons notre aliénation mortifère. On constate les dégâts. Deuxièmement, on met en œuvre des critères de discernement. Alors, on en cherche tous, ça fait longtemps qu'on est interrogé, moi j'en proposerai 3, mais ça rejoint ce qu'on s'est dit. Passer de l'aliénation, merci, à la libération. Passer de l'enfermement à l'ouverture, deuxièmement, et passer du repli sur soi à la relation. On a vu des expériences qui peut-être nous font douter pour certaines, mais d'usage de la technologie. Est-ce qu'elles nous libèrent ou est-ce qu'elles nous aliènent ? Ça, chacun de se poser la question dans son usage. Certaines, peut-être, vont nous libérer. Est-ce qu'elles nous enferment ou est-ce qu'elles nous ouvrent sur les autres, sur le monde, sur la connaissance ? Et quelle part de créativité on y met ? C'est peut-être différent de consommer passivement par rapport à créer des choses, des contenus, je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'elles nous permettent d'entrer en relation ou est-ce qu'au contraire, elles nous replient sur nous-mêmes au point de nous cacher pour les utiliser ? À chacun de voir. Donc, constater les dégâts, mettre en œuvre des critères de discernement et puis établir un plan de bataille. Et ce plan de bataille, il est à la fois personnel et peut-être commun. Ça peut passer d'abord par la conquête du fort intérieur, la conquête ou la reconquête du fort intérieur. Je cite encore Bernanos, « L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure, et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. » Ça peut passer par le jeûne d'écran. J'avais entendu le grand rabbin Corsia dire un jour dans un colloque au Bernardin qu'ils avaient l'avantage, les juifs pratiquants, du Shabbat, où il n'y a pas d'utilisation d'ordinateur, d'écran, de machines électroniques. J'ai même vu un rabbin assez traditionnel qui déconseillait même pendant Shabbat d'utiliser des tablettes pour étudier la Torah, car, disait-il, on se coupe du temps et de l'espace. Donc se reconnecter au corps, au temps, à l'espace, de temps en temps, avec l'aide d'autres, parce qu'on a entendu que la volonté ne suffisait pas. Ivan Illich proposait un techno-jeûne. Je pensais, en entendant Fabien Lebrun tout à l'heure, qu'au fond, on dénonce une pandémie écranique. Eh bien, ça nécessite des mesures de distanciation digitale. Donc, de mettre effectivement dans des boîtes, peut-être, à quoi on ne peut pas résister. On peut proposer des bulles de déconnexion. Et dans ces bulles de déconnexion, de goûter avec tous nos sens. Et ce n'est pas rien que vous soyez là physiquement, parce qu'on aurait pu uniquement projeter, mais il se passe des choses dans l'énergie que vous donnez, dans nos regards, nos corps expriment beaucoup plus de choses que simplement les 2 dimensions d'un écran aussi beau soit-il.
et donc habiter notre incarnation. Voilà, redécouvrir, comme l'a dit tout à l'heure Anne de Pomereux, notre vie charnelle. Ça nous oblige aussi à remplir le vide ainsi créé. Le remplir, peut-être de renoncer parfois davantage à externaliser dans le digital des choses qu'on a envie d'apprendre par cœur, d'accueillir, pour pouvoir se réapproprier des éléments charnels, notre propre respiration, par exemple. Ensuite, passer de l'attention captée à l'attention donnée. La passivité que nous subissons, moi le premier, devant nos écrans, peut faire place à une attention qui est donnée. Ça veut dire sans doute de renoncer à l'usage des écrans pour nous détendre. Il y a 1000 autres façons constructives de se détendre que de subir nos écrans. Ça veut dire aussi renoncer à tuer le temps dans nos files d'attente, d'accepter de s'ennuyer. Pascal, le grand Pascal, nous disait que tout le malheur de l'homme vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Donc de consentir à renoncer à tous ces divertissements qui nous empêchent, qui nous tuent notre fort intérieur, notre vie intérieure. Être ici et maintenant. Il parlait aussi, Pascal, des jeunes gens qui vivent tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Philippe Pozzo di Borgo, il fait ce qu'il appelle sa pause Pozzo, c'est juste être là, ici et maintenant, et le goûter, et s'en délecter, sans distraction. Ça ressemble un peu à du Vitos, être présent au présent. Et ça nécessite, bien sûr, passer de l'attention captée à l'attention donnée, de vivifier nos relations. Parce que tout ce qu'on va ne plus avoir de manière passive, on va pouvoir le donner dans la relation. Et enfin, assumer la dimension communautaire de ce chemin de transition vers la désescalade numérique, et aussi bien sûr, aller jusqu'à la dimension politique qu'on a évoquée, mais déjà ne pas le faire seul. Les alcooliques anonymes, vous les connaissez, ils se réunissent pour pouvoir ensemble résister. Et si nous avons subi l'emballement écranique, une des clés pour reprendre notre destin en main, c'est l'amitié. L'amitié conjugale, fraternelle, au travail. Jacques Ellul, un des grands penseurs critiques de la technique, qui parlait de totalitarisme technique, nous dit « L'amitié est une arme de résistance contre l'empire de la technique ». Parce qu'on a besoin d'un alter ego, d'un regard, auquel rendre des comptes sur les chemins de transition. En conclusion, je prendrai 2 réflexions l'occasion de rendre hommage à Gilles Erhard Dubreuil, qui est passé là-haut il y a quelques semaines et qui nous a beaucoup éclairé sur ces sujets. Il nous disait beaucoup à quel point il était surprenant que, sur un enjeu aussi fort de l'arrivée massive des technologies de l'information numérique, digitale, il n'y avait pas eu de débat démocratique. C'est-à-dire ces techniques s'imposent à nous. L'obsolescence de mon smartphone qui va m'obliger à en prendre un de ça s'impose à moi sans qu'il y ait eu de débat démocratique, même si on a évoqué quelques lois en ce moment. Et donc, ces techniques qui sont irrépressibles et incontestables méritent d'être contestées et déjà à hauteur d'homme, c'est-à-dire à nous d'inventer une gouvernance dans un couple, familial, dans les endroits où nous travaillons, une gouvernance de ces outils pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Où est-ce qu'on pose nos armes? À partir de quand, dans une famille, par exemple, on accepte de réguler l'usage des écrans individuels? On est passé du consommérisme, je dirais, collectiviste de la télévision de ma jeunesse, où on regardait tous en même temps des millions les mêmes bêtises, à chacun pour soi avec son petit écran. Comment on peut réguler ça en discutant entre nous? Et si nous critiquons ceux qui nous gouvernent, eh bien peut-être que nous pouvons déjà nous gouverner différemment dans les lieux où nous avons à nous impliquer en termes d'autorité et de justice. Et puis Gilles Erhard Dubreuil, qui travaillait beaucoup à Tchernobyl et qui était un moment désespéré de l'impuissance supposée de son action, nous a dit à quel point il a été consolé en réalisant que nous n'étions pas chargés du tout, il n'était pas chargé du tout, mais que ce qu'il faisait n'était pas dérisoire. Et nous, on a cette conviction ici que les petits pas que nous allons faire, avec une visée, une vision bien sûr politique plus globale sur le sujet, n'ont rien de dérisoire. Et si cette soirée a pu encourager certains effectivement à mettre en place des petits pas pour avancer vers une désescalade, eh bien, on aura, je pense, réussi notre pari.